3, 2, 1. Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up, le supplément SmackDown, votre podcast officiel des cahiers du catch qui analyse et résume l'actualité du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Giscal et je suis accompagné, comme toujours, de ma moitié inséparable, Yerem. Salut Giscal, c'est vrai que c'est la Saint-Valentin, enfin pas aujourd'hui, mais on va analyser celui de le SmackDown de la Saint-Valentin, donc C'est ça, voilà. Et puis bon, tu étais un peu, t'avais besoin de souffler après ce podcast d'une heure et demie de l'Elimination Chamber animé avec brio. Écoute, je suis cramé, donc c'est merci, voilà, c'est merci, c'est sympa de prendre le relais. Toi, je sais même plus ce que je raconte. Tu es mieux que Jericho, tu es le 91 Minute Man en fait avec ce podcast. Il m'a tout piqué. Ouais. Bon. Alors, nous allons analyser cette semaine le SmackDown du 14 février, donc jour de Saint-Valentin, 14 février, qui se déroulait au Honda Center à Anaheim, en Californie. Oui, voilà. C'est ça, t'as raison, parce que j'essaie de me souvenir c'était où, et effectivement, il y avait un spectateur qui avait un t-shirt des Mighty Ducks. Exactement, l'équipe de hockey de Anaheim, et donc on reste dans le même coin, puisqu'on était à Las Vegas la veille pour Raw. Donc au menu, ce soir, John Cena et AJ Styles qui crament leur rematch. Naomi a un gros boubou, vous verrez. Dean Ambrose est à la recherche du baron. The Ascension sont les jobbers utiles d'American Alpha. Becky Lynch et elle, l'idiote gentille de Mickie James. Et Randy Orton est l'esclave de Bray Wyatt. Un sacré programme. On va le voir au cours de cette émission. Une émission qui aura finalement casé quasiment tout le monde. Et on va commencer tout de suite avec la grande nouvelle. C'est Bray Wyatt, champion, qui vient donc ouvrir les hostilités comme souvent quand il y a un nouveau champion à l'épisode hebdomadaire qui suit. Donc voilà, promo Bray Wyatt qui fait son entrée avec, comme toujours, ces petites fireflies, là, ces lumières de téléphone, toujours une entrée toujours impressionnante. Il nous a sorti une petite veste en cuir assez cool pour l'occasion, et puis c'est vrai que cette vision de lui avec la ceinture est assez... c'est difficile d'y croire. Hein. C'est presque difficile d'y croire. C'est comme s'il y avait un bug sur ton écran. C'est ça, exactement. Donc les chants, You Deserve It, qui continue comme dimanche. Wyatt qui nous sort une promo Wyatt. Donc voilà, il nous parle que trop de pouvoir, ça peut être effrayant pour beaucoup, mais pas pour lui. Lui maintenant, il est champion, il va vous montrer ce que c'est que du coup d'avoir tout le pouvoir dans ses mains. Donc il a dit, j'ai enfin the goddamn world in his hands. Donc c'est par rapport à sa chanson, il a enfin le monde dans la paume de sa main. Donc il nous raconte qu'il va nous chanter des mélodies, qu'il va nous montrer des paysages fabuleux, qu'il va nous guider vers le paradis. Mais par contre, si on s'oppose à lui, il nous détruira et il ouvrira l'enfer sous nos pieds. Ce sur quoi John Cena arrive. Cena qui donc a perdu son 16e titre dimanche. Il nous fait son classique, du très très classique dans le test. Bray Wyatt est votre nouveau champion. La foule est très chaude ce soir, patati patata. Et il enchaîne sur le fait que la foule, manifestement, a subi un petit lavage de cerveau, puisqu'il chante You Deserve It, You Deserve It. Mais ici à la WWE, on ne mérite rien, on gagne tout. Voilà. Et un peu limite, sachant que John Cena est quand même revenu récemment en s'auto-propulsant dans le main event. Oui, voilà. Bon. Non. Mais bon. C'est toi qui le dis, Giscal. Voilà, c'est le John Cena qui s'en bat de tout. Donc voilà. Mais bon, John Cena est là parce qu'il veut son rematch, donc qui était déjà programmé pour ce soir, mais il le veut maintenant tout de suite. Ce sur quoi AJ Styles arrive. AJ Styles qui arrive et qui lui, alors là, il dit non, stop, arrêtez tout. John Cena, il passera pas avant lui. C'est décidément Cena, c'est le spécialiste pour griller les files d'attente, bousculer les petites dames dans les queues. T'es dans ton Super U, à ton Franprix et le mec il te passe devant. Recognize. Moi, je veux mon rematch 1 contre 1 avant John Cena. Soit, ce sur quoi, donc on a manifestement un problème. Donc Daniel Bryan arrive, la foule est chaud patate là à ce moment-là.
Daniel Bryan arrive, il dit bah écoutez les gars, on a un souci, les deux ont le droit à un title match. Et bah du coup, d'ailleurs à ce moment-là, on se dit qui est le con qui a annoncé un Cena Wyatt ce soir, vu que manifestement c'est pas vraiment fait. Et bah du coup, Daniel Bryan il dit quoi? Triple threat pour ce soir en main event de SmackDown, Bray Wyatt, John Cena et AJ Styles. On y reviendra un peu plus tard. Yerem, est-ce que tu as un petit commentaire sur cette séquence d'introduction? Déjà, ouais, j'y reviens là, c'est assez hallucinant de voir Bray Wyatt avec la ceinture. On a du mal à y croire. Hein. Tu te demandes, comme le matin, tu te frottes les yeux. Ouais, est-ce que c'est un rêve ou pas? Quand je dis un rêve, voilà, hein, c'est pas forcément positif, ça dépend des fans. Ça peut être un cauchemar. Par contre, j'aime beaucoup sa promo. Parce que vraiment ça positionne le personnage vraiment dans une situation très particulière, très originale, où voilà, bon, voilà, si vraiment on joue si on utilise l'alignement heel face, c'est censé être un heel à l'heure actuelle. Pour autant, évidemment, le public adore c'est pas nouveau, hein, depuis que la Wyatt Family existe, voilà, ils sont adorés, en tout cas leur entrée, etc. Il y a vraiment tout un rituel, les gens adorent en faire partie. Et là, dans son discours, vraiment, c'était ce côté, vous êtes avec moi ou contre moi, ce qui est très basique, mais avec ce personnage-là de gourou, ça colle vraiment bien, quoi. Voilà. Et tu sens que le public est un peu tiraillé. On est un peu tiraillé, vraiment, si tu joues le jeu du personnage, où tu t'embarques avec lui, mais tu sais que c'est quand même un heel. Mais voilà, et je trouve que du coup, ça marche bien parce que c'est un personnage, voilà, son gimmick, c'est vraiment un gourou, une secte, quoi. Et même en tant que spectateur, en tant que fan, t'es impliqué dans ce personnage-là parce que tu te dis si je l'applaudis, c'est pas forcément qu'il m'a brainwashé comme l'a dit Sina, mais c'est qu'il réussit son travail de heel. Donc c'est vraiment intéressant de se dire que très particulier. Un heel arrive à son travail de heel en se faisant soutenir par la foule. C'est ça, ce côté leader de secte presque qui est assez original. Et tu sens un petit peu derrière ça peut-être des petites graines un peu de l'affiliation avec l'Undertaker qu'ils essayent de donner dans ce personnage-là, qui au final une sorte de personnage tellement mystique, tellement à part dans la hiérarchie, on va dire, classique de la WWE que finalement il peut aussi bien être heel que face. C'est finalement il est à part, quoi. Enfin voilà, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais ce côté mystique le place finalement au-dessus du spectre, on va dire, standard des personnages. Donc je suis d'accord avec toi, c'est assez intéressant. Et là, il a vraiment joué à fond dessus. Donc c'était très original. Bon, du coup, on va revenir, on en reparlera en long et en large pour le Triple Threat, mais on va enchaîner avec les American Alpha et The Ascension qui avaient un match cette semaine. Peut-être en lien avec le SmackDown de la semaine dernière où The Ascension avait fait le tombé victorieux dans le 6 contre 6. Donc un match qui commence avec finalement une démonstration un peu de catch de Chad Gable qui est beaucoup trop rapide pour Victor en ce début de match, qui est clairement au-dessus au niveau du catch pur et le out-wrestle comme ils disent. Du coup, forcément, The Ascension essaye d'emmener l'action hors du ring. Ça part un petit peu en brawl hors du ring. On a une petite coupure pub. Quand on revient, Gable est en difficulté, dominé par The Ascension, donc période de domination des heels. On finit, comme souvent, avec un hot tag de Jason Jordan, toujours aussi impressionnant dans ces situations-là. L'action dégénère dans tous les sens, les quatre sont dans le ring, et on finit par un grande amplitude, un petit peu out of nowhere, qui semble être de plus en plus la gimmick de ce finish, donc ce finish très très sympa, et donc une victoire des American Alpha en une petite dizaine de minutes, sachant que post-match, nous avons une petite apparition sur le Titantron de Jimmy and Jey Uso qui se moquent des American Alpha, qui applaudissent la victoire et qui leur rappellent qu'il ne faut pas oublier qu'ils les ont un peu bousillés au pay-per-view. Bon, mais ils ont perdu, il faut quand même le souligner ça, mais ils les ont bousillés au pay-per-view et par le passé, c'était pas les derniers pour les mettre hors d'état de nuire non plus. Donc du coup, attention, on arrive pour vous. Donc voilà, la feute semble plantée. Un petit commentaire peut-être
planté sur à tout ça. nouveau, quoi. Planté Ouais. encore. Est-ce que c'est la bonne? Ouais. Enfin bon, on retrouve. On avait dit ça la semaine dernière. Hein, on a l'impression d'avoir fait un gros détour, un peu, on sait pas trop où, pour revenir à la situation, la même situation à laquelle on était, qui personnellement m'enthousiasme un peu plus parce que j'avais beaucoup aimé. C'était voilà, le heel turn des Usos était super, et c'était un peu frustrant de les avoir un peu laissés sur le bas de la route. Bon, il y avait une blessure d'un des deux frangins, du coup voilà, on était vraiment dans des mois là qui étaient pas terribles, et du coup je trouve que les American Alpha, ça leur a été dommageable parce que on les a pas souvent eu, ils ont pas eu l'occasion de faire des vraies belles promos, pourtant ils sont pas trop mauvais dans l'exercice, ils arrivent en tout cas. Ils étaient complètement en antenne. Hein. Voilà, ils étaient complètement en antenne. Ils ont laissé tomber, visiblement, j'ai lu ça, ils ont laissé tomber leur catchphrase, la Ready, Willing and Gable, avec la petite serviette et tout. Et j'ai lu que c'était lors d'un Talking Smack avec JBL qui hostait, que JBL leur a dit qu'ils devraient laisser tomber cette gimmick, que ça fait pas sérieux, je sais pas quoi. Et visiblement, ce serait dû à ça. Alors, je trouve ça complètement con parce que tu débutes, c'est bien d'avoir ta gimmick, ta catchphrase. Il faut avoir, surtout que ça accroche avec le public. Et tout ça fait que ça plus. Alors, ça c'est un truc perso, mais leurs combats se ressemblent trop. C'est trop le même schéma classique, le même face en péril, Gable, Jason Jordan. C'est tout le temps la même chose. Donc on les voit pas souvent et c'est tout le temps la même chose. Bon, ça manque un peu d'inédit, voilà. Bon, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Hein, cette longue absence a été dommageable et a un petit peu tué la hype qu'ils avaient parce qu'ils étaient très très over avec le public lors de leur prise de titre et avant cette prise de titre. Et même avant, oui. Ouais, et même avant. Et là, c'est vrai que les matchs sont suivis avec un petit peu moins d'excitation. Les hot tags sont peut-être moins d'impact parce on sait ce qui va se passer. Donc, bon, gageons que cette rivalité, enfin, avec les Usos, va relancer la machine pour eux. J'y crois. Un pas dans la bonne direction, mais c'est vrai que voilà, on repart un petit peu de loin. Il va falloir reconstruire tout ça. J'y crois surtout grâce aux Usos, mais. Ouais, les Usos qui sont quand même très très forts avec ce nouveau repackaging. On continue avec justement, on parle de repackaging. Un des repackaging de SmackDown drastique en ce moment, c'est James Ellsworth, The Big Hog, qui est donc avec Carmella. Ils sont en backstage, ils discutent. James veut l'emmener dîner pour la Saint-Valentin, veut l'emmener dans un beau restaurant. C'est un charmeur. 5-star restaurant. Exactement. Et Ambrose passe par là. Ambrose est très très vénère. On l'avait déjà vu un petit peu plus tôt dans l'émission. Il cherche partout Corbin en rapport à l'Elimination Chamber, à cette annihilation de Corbin après son élimination sur Ambrose. Donc voilà, Ambrose n'est pas content. Il le cherche partout. Il tombe sur Ellsworth. Et il commence à se moquer des deux là, parce que du coup il se défoule un peu sur les deux. Carmella, elle veut que James, son homme, se rebiffe pour elle. Elle veut qu'il prenne position, qu'il la défende. Et donc ça fait beaucoup rire Ambrose. Daniel Bryan arrive et Ambrose, qui est toujours aussi frustré, demande si, écoute, à défaut de taper sur Corbin, est-ce que je pourrais pas cogner sur James Ellsworth? Ce à quoi le general manager dit OK. Donc du coup nous avons un match qui sera tout de suite. Et donc James Ellsworth fait son entrée sur le ring, petite promo dispensable dans le ring avec Carmella. Et ensuite, nous avons la musique d'Ambrose. Ambrose qui fait son entrée. Et que se passe-t-il? Non, Corbin arrive par derrière. Il l'intercepte directement avec un grand coup derrière la nuque. S'ensuit une grosse brawl avec un léger retour d'Ambrose. Mais au final, le tout se terrible avec un terrible Deep Six dans la zone de régie technique un peu. Donc il le fracasse sur une table avec petite explosion de pyro. Gros spot, on a mal pour Ambrose. Donc Corbin qui traîne la carcasse d'Ambrose tel un trophée. C'était magnifique. Magnifique vision. Magnifique vision du baron là, il est pas là pour déconner. C'est pas un heel qui se cache. S'il a des soucis, il vient, il casse tout et puis derrière il traîne son trophée devant la foule. On boucle ça avec un petit segment backstage un peu plus tard dans l'émission où justement Corbin est interviewé par l'intervieweuse locale de SmackDown, j'ai oublié son nom, et donc l'intervieweuse qui lui demande une explication pour ce qui s'est passé. Corbin qui lui rétorque dans son style caractéristique que sa question est complètement stupide et que s'il veut une explication, c'est pas compliqué. À l'Elimination Chamber, Baron Corbin était pas champion parce que Dean Ambrose. Et ce soir, Dean Ambrose il est à l'hôpital parce que Baron Corbin. Voilà.
C'est simple, c'est efficace. Baron Corbin est un tueur. Magnifique. Un petit commentaire pour ton chouchou. Deux commentaires. Le premier, c'est pas sur mon chouchou, c'est Daniel Bryan qui accepte le match entre Dean Ambrose et James Ellsworth parce que visiblement ils ont encore des problèmes, des soucis non résolus. Ouais, non, alors ça. Fais, what il nous a déjà fait le coup il y a 2 semaines. Non, si, tout le monde est passé à autre chose. Qu'est-ce que c'est? Il nous a déjà fait le coup avec AJ Styles et Dean Ambrose il y a 2 semaines, pareil. Complètement stupide. Après, Baron magnifique. J'ai adoré la séquence où il entre, qui traîne là, Dean Ambrose. C'était super, alors que la musique de Dean Ambrose a sonné. Voilà, ça c'est l'image que je veux du Baron, quoi. Ce type qui n'a rien à foutre, qui traîne les mecs comme ça et voilà. Donc là pour l'instant c'est bien, on est toujours sur la bonne lancée, on maintient le booking du Baron et plutôt bien foutu et voilà. Je suis assez confiant du coup un peu sur cette rivalité si les deux c'est-à-dire que cette rivalité part très fort. Tout de suite. Les mecs, ça va chier quoi. Enfin, le mec il le cherche, mais c'est l'autre qui le trouve. C'est super. C'est ça. Tu vois, c'est le Baron Corbin, c'est ça. C'est lui. Tu me cherches, moi je te trouve. Ouais. C'était plutôt bien foutu ça. Non mais c'est vrai qu'en opposition avec certaines rivalités qui démarrent tranquilles, celle-ci, là, c'est à 100 à l'heure et connaissant les deux personnages, on sait que ça va escalader assez vite. Ouais. Donc, dans 2 semaines, c'est fini. je suis assez réjoui comme toi. On continue avec une sorte de mini Jobbers World, hein, mais bon, 2 petites interludes. Une première, Nikki Natalia. Donc Nikki qui est en backstage avec Daniel Bryan. Et en fait, ils sont en train de regarder la vidéo d'Elimination Chamber, voilà, avec le bordel qu'il y a pu avoir après match, hein, Nikki et Natalia qui se battent finalement tout le temps hors du ring, partout, mais qui résolvent pas leurs soucis dans le ring. Donc c'est ce que dit d'ailleurs Daniel Bryan. Hein, écoute, ça fait 2 semaines que vous vous battez plus en dehors que dans le ring. Vous commencez à me saouler là, c'est intenable. Du coup, j'en ai marre. Falls Count Anywhere pour la semaine prochaine. Donc les tombées comptent partout. Pour la semaine prochaine entre Nikki et Natalia. Donc ça devrait a priori se terminer toute cette affaire. C'est plutôt cohérent. Écoute, why not? Deuxième interlude aussi. Cette fois c'est Ziggler Dolph Ziggler qui est backstage avec Renee Young et Renee Young qui lui demande pourquoi est-ce que tu as attaqué encore Apollo fucking Crews et Kalisto après ta défaite à l'Elimination Chamber. Ziggler qui commence à en avoir un petit peu marre, hein, avec sa petite moue caractéristique. Il dit écoute René, ils avaient tous les deux besoin d'un petit wake-up call, hein, d'un petit retour à la réalité. Il en a marre de cette nouvelle génération qui pense pouvoir le remplacer parce qu'il est très très loin d'être fini. Dolph Ziggler, c'est peut-être ce que vous voulez, un loser, un aigri, mais il n'est pas fini. Et si jamais il doit oblitérer toute une génération tout entière pour se faire comprendre, ok, pas de problème, parce que personne ne vole le show comme lui. Donc voilà, écoute, Dolph Ziggler n'est pas content. Et il continue de le faire savoir. Petit commentaire peut-être sur les filles et Ziggler? Non, aucun. Très bien, voilà. Bon. Et on continue alors à ce moment-là avec Becky Lynch contre Mickie James, un rematch de dimanche. Un match finalement de 13 minutes, limite plus sympa qu'au pay-per-view, beaucoup plus accroché, beaucoup plus équilibré qu'au pay-per-view, où on avait vu une Mickie James ultra dominante. En fait là, Becky Lynch, sympa en début de match, qui tente le jackknife pin super rapide pour donc petit rappel du finish, hein, du match de dimanche. Becky Lynch beaucoup plus entreprenante avec des arm drags, des drop kicks, qui fait fuir Mickie James du ring, hein, qui sent que la belle rousse irlandaise est beaucoup plus énervée que dimanche dernier. Évidemment, petite coupure pub, on revient, c'est la heel qui domine, hein, construction assez classique, domination longue et moins flamboyante que de Mickie James, qui tisse pas mal le disarmer. Becky Lynch qui finit par éviter la senton de Mickie James et qui place son Bexploder. Elle envoie valser Mickie James hors du ring et sur la chute, Mickie James qui semble se blesser à l'épaule. Elle remonte dans le ring assez difficilement. Elle se plaint auprès de l'arbitre de s'être un peu manifestement déboîté l'épaule. Non, c'est une feinte. Mickie James est vicieuse et elle place son mech kick, hein, son sorte de roundhouse kick inversé là, depuis l'arrière. Et donc j'ai trouvé ça très drôle, sous les reproches de l'arbitre, hein, l'arbitre qui est dégoûté de devoir compter jusqu'à 3, mais qui n'a pas le choix. Il compte jusqu'à 3.
1, 2, 3, défaite d'une Becky Lynch qui arbore un petit sourire à la fin, genre ok, tu m'as eu, tu m'as eu, mais c'est loin d'être fini cette histoire. D'ailleurs, cette histoire, est-ce qu'elle t'intéresse, Myriam? Oui, moi elle m'intéresse toujours parce qu'on a déjà eu plusieurs fois l'occasion d'en parler parce que je trouve vraiment intéressant le discours de Mickie James. Euh, voilà. Après sur ce match, comme tu l'as dit, j'ai trouvé ce match personnellement meilleur que celui du pay-per-view parce qu'il était plus équilibré et que du coup c'était beaucoup plus intéressant dans sa construction. Euh, c'est marrant d'ailleurs ce que tu dis, effectivement, c'est souvent quand il y a une pub là, et qu'on revient de la Ouais. publicité, le il a repris le contrôle. Tu ne sais Dis, pas mais trop qu'est-ce qui s'est passé? pas pourquoi mais comment, mais c'est vrai que ça fait partie de comment construire un match à la WWE. Ça, ils en sont bien conscients hein, de toute façon, mais c'est vrai que c'est toujours marrant à noter. Et par contre, ouais, Becky Lynch, un peu l'idiote, hein, on disait ça dans le menu là, un peu Eh l'idiote oui, bêta. c'était- Bon, c'est un peu. elle s'est fait Elle, la avoir. bagarreuse qui va en découdre, se faire avoir comme ça sur, toi, c'était pas très, sur C'est une vrai, feinte de blessure. Bon, un grand voilà. classique au final. Hein. C'est grand classique. Par contre, j'ai bien aimé la moue qu'elle a tirée quand elle s'est fait avoir à la fin. C'était plutôt Ouais. sympa. Je retrouve, là, c'est plutôt vraiment, je trouve une caractéristique. Enfin, ça fait vraiment partie du gimmick de Becky Lynch elle s'est fait avoir et elle rigole déjà, genre ok, je me suis fait Ouais. avoir, mais tu vois la prochaine fois. Mais voilà, ça va chier. Tu sens Ouais. que. Hmm. Et sinon, bah du coup, le fait que ça relance la rivalité. Juste, j'ai une question. Est-ce que tu sais qui a réclamé ce match-là? C'était un rematch booké automatiquement ou? Ouais, ça a été annoncé Voilà. pendant l'émission. Ça, c'est toujours un peu dommage quand il faut ce genre de rematch de pay-per-view Ouais, dès le lendemain. J'aurais trouvé ça peut-être plus intéressant que Mickey James, qu'on nous montre Mickey James qui arrive à obtenir ouais, à soudoyer un peu. ouais, pour obtenir un deuxième match Hmm. pour justement réussir à la vaincre et on relançait comme ça un peu plus subtilement, si je peux dire, la rivalité. Parce que là, Pourquoi bon, pas? du coup, on se C'est retrouve vrai. avec un 50-50, évidemment, on va pas en rester là. Non. Mais bon, ouais, peut-être faute de temps. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de petits segments à droite à gauche pour tout Ouais. le monde et bon, peut-être. Mais c'est vrai, je te rejoins. Ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Il n'y a pas à dire. On continue avec toujours les femmes toujours si présentes à SmackDown et pas n'importe laquelle puisque c'est la nouvelle championne de SmackDown, Naomi Feel the Glow qui est là avec un tout nouveau t-shirt fluo avec marqué un Feel the Glow dessus, qui est au milieu du ring avec Renee Young hein, qui est la spécialiste des interviews de champions, championnes euh, au milieu du ring. Et donc, elles reprennent un petit peu là où elles en étaient restées à l'Elimination Chamber. Et René, donc, il interviewe et qui souligne que Naomi a une protection sur le genou. En fait, Naomi nous avoue qu'elle est blessée. Alors, vraie blessure, fausse blessure, bon. En tout cas, dans l'histoire, elle est blessée et en fait, elle nous explique qu'elle ne s'en est pas rendue compte pendant le match, mais seulement à l'hôtel en rentrant après, parce que voilà, pendant le match, elle était à fond, elle donnait tout pour le public et elle était chaude, elle s'est pas rendue compte. Ah Ok, mince, mon genou est à l'envers, je m'en rends compte seulement dans l'ascenseur. ouais, c'est ça. Et donc du coup, ce sur quoi, forcément, Alexa Bliss arrive. Alexa Bliss qui fait genre toujours dans son style hein, oh Naomi t'as un gros boubou là voilà comme on dit oh c'est trop mignon t'as un gros bobo donc elle prétend évidemment comme toujours hein, Alexa Bliss dans son style elle prétend que quand elle perd c'est jamais de sa faute hein, donc elle dit que Naomi a eu beaucoup de chance dimanche et que forcément maintenant hein, elle s'invente une blessure pour éviter la revanche puisqu'elle sait qu'elle ne pourra pas avoir de la chance deux fois de suite. Donc Alexa Bliss hein, qui dit que Naomi sera un flop en tant que championne, ça semble évident, qu'elle pourra même avoir un 30 for 30, donc un 30 sur 30, là c'est une émission sur ESPN sous forme de documentaire un peu sur des sportifs. D'ailleurs, ouais, je précise, il y en a un qui est sorti sur la XFL, donc la fédération de football américain créée par Vince McMahon. Super intéressant, je vous le conseille vraiment. Ah, voilà, écoutez, on va à nos auditeurs un petit message et donc du coup ouais, elle aura un 30 sur 30 elle au nom finalement pour montrer finalement ce que c'est que l'échec un documentaire sur l'échec Naomi serait parfaite dans ce sujet donc le tour monte hein, Naomi qui dit qu'elle aurait aucun souci à la défoncer maintenant tout de suite mais Alexa Bliss lui dit non je te donne une semaine pour te remettre Sympa. et là ouais sympa et la semaine prochaine
je reprends mon titre qui n'aurait jamais dû quitter mes hanches. Donc title shot la semaine prochaine. Et je m'étais noté que Alexa Bliss était décidément formidable au micro. Donc, écoute, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah écoute, c'est du caviar, hein, vraiment. Cette promo d'Alexa Bliss, là, quand elle l'infantilise, Naomi, là là, ça marche. Puis avec sa enfin, c'est vraiment le. Bah, visiblement, c'est pas le total, elle a pas le total package parce que on peut encore lui reprocher des approximations dans le ring. On en avait discuté lors du numéro spécial Elimination Chamber. Certains même pensent que c'est une des raisons pour lesquelles elle a pas fait un long règne. Pour autant, là, que tu vois cette promo-là, tu fais ouais, si elle est peut-être pas prête à porter toute la division sur ses épaules, mais voilà, c'est quasiment ce qui se fait de mieux en termes de promo, de personnages, de gimmick. Pour moi, c'est ce qui se fait mieux à l'heure actuelle dans le roster de SmackDown, le roster féminin. Voilà. Et sinon, bah ouais, cette histoire de title shot, donc de match qui aurait lieu la semaine prochaine. Je suis impatient de voir ça parce que j'avais dit un peu en rigolant la dernière fois que Naomi allait perdre son titre dès le lendemain, enfin ou les 2 jours, en mode un peu Zack Ryder, en mode Zack Ryder. Pourquoi pas voilà, à voir, peut-être ce qui nous attend, mais c'est pas impossible. C'est intéressant. Ouais. Mais bon, moi je suis d'accord avec toi. Moi, Alexa Bliss, j'adore son travail. Elle a des expressions, des mots qui sont juste dingues. Même parfois sans rien dire, quand elle arrive vers le ring, déjà t'as envie de la baffer. Elle est très forte pour ça. Et quoi qu'il arrive, en effet. Même si elle était peut-être pas prête pour un long règne de championne, à enchaîner les adversaires et à vraiment porter les matchs, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que par son personnage et son aisance au micro, je pense qu'elle s'est vraiment installée comme un personnage de la scène du paysage de SmackDown pour les années à venir. Donc c'est vraiment du bon boulot. Ouais, bah justement, juste pour terminer là-dessus, en fait, je pense qu'à l'heure actuelle, dans le roster de SmackDown, si tu mets de côté Nikki et Natalia, voilà, les vétérans, il y a vraiment personne, je pense, vraiment les épaules assez solides pour faire un long règne. Becky Lynch, je sais pas, je me souviens plus exactement combien de temps a duré son règne. Bon, elle était quand même pas mal long, mais peut-être 2-3 mois, ouais. Mais en fait, Becky Lynch, elle a ce côté tellement, c'est ce qu'on disait dimanche dernier, face tellement attachante dans la galère en fait, ouais. qu'elle a beaucoup plus les épaules, on va dire, pour faire un challenger. Adorable que une championne. Mais elles sont toutes un peu comme ça, y compris Alexa Bliss et Hill. Mais quand elle vient comme ça, elle fait ses promos où elle provoque son adversaire qui a la ceinture. Elle est très bonne aussi. Et c'est vrai. Du coup, je pense qu'ils testent aussi des choses. Là, on est tout au début, on teste le roster. Exactement. Donc c'est normal qu'on va peut-être se retrouver avec des règnes assez courts. Je sais pas si on va atteindre le niveau de Raw parce que voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore. Pourtant, ils ont un roster de superstars un peu plus solide, a priori, en tout cas avec des catcheuses un peu plus solides, mais bon. Mais vraiment, ouais, je pense qu'on peut s'attendre à avoir ce genre de règne pour justement un peu tester un peu toutes les configurations possibles. Pourquoi pas, c'est vrai. Et bah du coup on arrive au main event, on arrive déjà au main event. On a parlé de tout, sauf finalement de ce triple threat exceptionnel booké en début d'émission entre John Cena, AJ Styles et Bray Wyatt, qui rentre d'ailleurs dans cet ordre, sauf que pour le troisième, le champion, Bray Wyatt entre et se fait agresser par Luke Harper, qu'on n'avait pas vu de l'émission jusque-là. Luke Harper qui arrive et qui défonce Bray Wyatt, gros bordel. Donc manifestement leur rivalité entre eux deux vraiment n'est pas terminée. Luke Harper en a gros sur la patate. Il arrive, défonce Bray Wyatt sous l'air un peu ébahi de John Cena et de AJ Styles qui sont dans le ring, qui attendent le champion. Bon, le match finira par commencer. Luke Harper qui se fait sortir. Le match finira par commencer. Et alors là, c'est du caviar, un triple threat magnifique que n'aurait pas renié un pay-per-view. Donc on a commencé, une fois n'est pas coutume, entre du coup Bray Wyatt étant un peu KO en encore un 1 contre 1. La WWE sait comment nous faire plaisir, un petit Cena Styles en 1 contre 1 pour commencer le match, comme à l'Elimination Chamber. J'avoue. Donc les deux s'en donnent à cœur joie avec cette alchimie toujours particulière. Bray Wyatt qui finit par revenir dans le match et qui attire Cena dehors. Du coup AJ Styles forcément en profite pour un slingshot dive magnifique sur Bray Wyatt.
Tout le monde se castagne à l'extérieur du ring. Ça remonte dans le ring pendant que Cena est KO. On a une séquence 1 contre 1, Bray Wyatt contre AJ Styles. Cena qui finit par revenir et qui place son shoulder block sur Bray Wyatt pour tenter son enchaînement classique. Mais non, il est contré par un Sister Abigail, mais qui ne sera jamais porté. Cena finit par contrer lui aussi le Sister Abigail. C'est à ce moment-là que AJ Styles arrive, qui tente de reprendre le dessus. Mais là, il se bouffe un Attitude Adjustment de Cena, simplement 2. Et tout de suite, à peine Cena relevé, il se prend cette fois le Sister Abigail. 1, 2, non, c'est sauvé par AJ Styles. On remarque du coup ici la petite différence de traitement, hein, le Sister Abigail qui est beaucoup plus protégé depuis quelques semaines. Styles qui fait du coup un big splash sur Bray Wyatt sur la table des commentateurs, mais ça ne casse pas. Et du coup, AJ Styles ne s'en laisse pas compter. Il monte sur la barrière et un vintage leg drop à la Hulk Hogan, hein, sur la table. Et là, cette fois, ça casse. Le public, this is awesome, holy shit. Ça part en sucette dans tous les sens. On ramène tout le monde dans le ring. C'est à ce moment-là que Cena cueille AJ Styles avec un Attitude Adjustment. Il tente le finish du Rumble, hein, en reprenant AJ Styles en roulant pour un deuxième Attitude Adjustment, donc rappel du Royal Rumble. Et c'est contré dans un Calf Crusher, toujours un contre super magnifique, je trouve. Donc Cena est au centre du ring, il ne peut rien faire. Si, il finit par retourner la prise et la transforme en STF. Donc Cena qui prend AJ Styles en STF et donc au milieu du ring, AJ Styles ne peut plus atteindre les cordes et Bray Wyatt qui intervient et qui casse la prise avec un running senton. Bray qui balance AJ Styles hors du ring, mais qui du coup Cena en profite par derrière. Il place son Attitude Adjustment sur Bray Wyatt. Encore le compte de 2. Bray Wyatt qui est décidément invincible. Incroyable. Ouais, AJ Styles qui revient, Styles Clash sur Cena, un Styles Clash d'ailleurs assez dingue, hein, Cena qui se laisse complètement les bras ballants porter et Cena qui se dégage à 2,9. Là, on commence vraiment à la température monte très fort. Styles qui du coup monte sur les cordes pour tenter le Phenomenal Forearm. Il est cueilli par John Cena, mais Bray Wyatt surgit une nouvelle fois, Sister Abigail out of nowhere sur John Cena, et cette fois il ne s'en relèvera pas. Victoire de Bray Wyatt en seulement, finalement j'ai été très surpris, en seulement 13 minutes 30. Ouais, mais ça allait à et moi 100 à l'heure. j'ai eu l'impression de voir un match de 20 minutes de pay-per-view. Et d'ailleurs quand tu vois ce que font finalement les filles ou les équipes avec 12 minutes ou 13 minutes, tu te dis putain, il y a du level. C'est facile ça, jusqu'à bah oui, bon, enfin bon. Okay. Il y a Ascension, hein, c'est pas AJ Styles. Hein. Non. Bon, juste pour boucler cette affaire, post-match, du coup, on a Bray Wyatt, hein, qui pose avec le titre. Et là, la musique de Randy Orton. Alors là, on se dit, oh. C'est bien la musique de Randy Orton qu'on entend. Oui, ça va chier. Randy Orton qui arrive lentement. Il rentre dans le ring, il se toise. Et là, Bray qui lui dit d'écouter. Il lui dit, écoute, Orton, il faut que je te dise. Et là, Orton qui le coupe tout de suite et qui lui dit, écoute, j'ai gagné le Rumble et tout ce qui va avec. Alors on se dit, oula, ça y est, c'est parti. Mais Randy Orton fait volte-face et nous déclare que tant que Bray Wyatt sera le maître et lui le serviteur, impossible qu'il l'affronte à WrestleMania pour le titre. Il se met à genoux et prête allégeance une nouvelle fois. Bray Wyatt lui déclare qu'il a les clés du royaume et ça se finit sur la musique de Bray Wyatt. Voilà. Incroyable retournement de situation. Ouais. Et j'irai même jusqu'à, après je te laisse la parole, mais j'irai même jusqu'à ajouter finalement quelque chose qui s'est passé à Talking Smack qui est très important. Ah bah vas-y balance, parce que je n'ai pas vraiment suivi. Puisqu'il y a un Talking Smack d'ailleurs au demeurant exceptionnel, je vous conseille de regarder pour la séquence avec Alexa Bliss aussi, mais un Talking Smack où Daniel Bryan du coup, forcé par cette décision de Randy Orton absolument hallucinante, Daniel Bryan a un show à mener, a une carte de WrestleMania à booker et il nous explique, écoutez, j'ai pas le choix, donc la semaine prochaine, en plus du title shot pour les filles, il y aura une Battle Royale pour la place de number one contender à WrestleMania. Tout part en couille. Ouais. Cette histoire finalement est beaucoup moins prévisible que prévu. Tes impressions sur tout ça, Yann? Alors je dirais qu'elle est imprévisible dans sa prévisibilité. C'est-à-dire que... Explique-nous. C'est-à-dire, non mais finalement, comment dire, on s'attendait quand même... Enfin, personnellement, je m'attendais pas à ce que Randy Orton, dès le départ,
Non, juste après la prise de titre de Bray Wyatt, lui disent bon bah écoute maintenant surprise motherfucker, en fait en fait je vous la fais à l'envers depuis le début, rendez-vous à WrestleMania, je vais te retourner ton monde là, tu vas rien comprendre. Non, clairement il allait continuer un peu le mind game, etc. Par contre, là où c'est vraiment plus intéressant, c'est cet effet boule de neige qui se retrouve à Talking Smack avec effectivement Daniel Bryan. C'est vraiment bien écrit, hein, je trouve. Hein. C'est simple, mais voilà, c'est de la cohérence. Et pris par les enjeux, WrestleMania, la date arrive. Écoute, alors après, il dit pas un truc du genre, je peux pas l'obliger à. Je crois qu'il dit un truc, je peux pas. Il dit, je peux pas forcer Randy Orton à affronter. Bon, ça à la limite, tu peux dire, ouais, bah si quand même un petit peu, tu peux. Enfin, le mec il bosse pour, il fait partie du roster, tu peux dire, bah t'as des obligations par rapport au main event. Et puis il aurait pu avoir une séquence comme ça, mais bon, ils en ont fait abstraction, c'est pas gênant. Mais du coup, ouais, ça, cet effet boule de neige à Battle Royale, waouh, et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va forcément créer une équation avec plusieurs inconnus, plusieurs variables, qui va peut-être mener à quelque chose de... On ne sait même pas si ça va donner genre un triple threat au final, ou un contre un, on ne sait pas. Tout est encore possible, c'est ça qui est intéressant. N'oublions pas qu'il reste encore un mois et demi. Oui. Voilà. Je vais peut-être juste revenir sur le match et puis peut-être qu'on. Oui, je t'en prie. Ouais. Juste revenir sur le match. Un putain de match sur le main event, c'était incroyable. La petite intervention de Luke Harper juste avant a été délicieuse. Ça fait vraiment plaisir de le voir. Il reste dans l'histoire. Et puis bah après le match, bon bah voilà, c'est du caviar pour du weekly. Vraiment, on est gâté avec ces types là. C'est vraiment c'est super. Et puis Bray Wyatt, effectivement, tu disais sur le Sister Abigail, ce finisher qui est vachement protégé. Bah d'ailleurs, je ne sais même pas s'il avait déjà avant ce push là de Bray Wyatt. Je suis pas sûr que vraiment quelqu'un soit déjà relevé du Sister Abigail. Je sais pas. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Peut-être des gros noms, quoi. C'est vrai qu'à l'instar du Dirty Deeds de Dean Ambrose, qui est le plus souvent esquivé plutôt que porté, on est un peu dans cette dynamique-là où vraiment ce finisher semble dévastateur. Quoi. Donc, si tu te fais choper par Bray Wyatt, t'as même pas une seconde, il faut que tu t'en échappes, sinon c'est foutu. Non, c'est mort. À l'inverse d'autres prises plus rapides où là. Par exemple, on a vu le Styles Clash, l'Attitude Adjustment, là, qui a été contré 2 fois, enfin, qui a été inefficace 2 fois pendant le match. Bon, après, c'est pas n'importe qui sur le ring, donc t'acceptes ça, quoi. Mais... Ouais, tout à fait. Mais ouais, un super match, quoi. Alors, juste pour revenir, je sais pas toi ce que tu as pensé de cette séquence là, Orton Wyatt. Moi, ça me plaît beaucoup parce que on ajoute encore plus de psychologie dans cette histoire où finalement, évidemment, je suis d'accord avec toi, ça n'allait pas être aussi simple que ça, mais de là à dire carrément, à poser cette condition, de dire je ne challengerai pas la ceinture tant que tu seras champion. Ça peut remettre en cause pas mal de choses. Est-ce que le vainqueur de la bataille royale la semaine prochaine, qui est-ce que ça va être? Nos soupçons se portent sur Luke Harper un petit peu, vu l'histoire, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Est-ce que le vainqueur de la bataille royale va justement être peut-être prendre le titre et faire que c'est Randy Orton du coup va pouvoir défier à WrestleMania? Peut-être que l'affiche va changer. Moi, je trouve ça super intéressant. Mais en fait, moi, surtout, ce à quoi ça m'a fait penser, ça m'a fait en fait un petit flashback. Et alors, c'est toujours la même chose. Hein. Moi, j'aime bien croire que tout est un peu connecté à la WWE. Mais en fait, ça m'a fait penser à une promo. Je sais pas si tu t'en souviens donc j'ai juste cherché la date quand même. C'était le 6 septembre, donc ça commence à dater. Mais en fait, c'était une promo au tout début de la rivalité entre Randy Orton et Bray Wyatt. Donc ils étaient l'un contre l'autre à l'époque. Et c'était à l'époque où chaque semaine, ça démarrait tout doucement. Chaque semaine, ils se racontaient des histoires. C'était un peu, ils se faisaient des fables un peu avant leur match à Backlash, je pense. Et Randy Orton avait fait avait raconté une histoire qui, je trouve, prend tout son sens maintenant aujourd'hui. Ça m'a frappé pendant la promo de cette semaine. Il racontait, je sais pas si tu t'en souviens, il disait oui. Tu sais, il y a une histoire, c'est finalement un homme qui chassait un lapin. Ah oui, avec un serpent. Voilà, exactement. Donc l'homme qui a besoin de se nourrir, qui est dans la forêt, donc il tue le lapin. Et là, il voit en fait dans les fourrés près du lapin un serpent qui observe la proie
Et donc du coup, l'homme s'approche du lapin, et le serpent qui lui le voudrait bien ne bouge pas. Le serpent ne bouge pas. Et finalement, l'homme se penche en regardant le serpent, il se penche, il attrape le lapin, il se relève. Et le serpent qui ne bouge toujours pas, il laisse faire, il sait que l'homme est trop fort. Et c'est au moment où finalement l'homme se retourne avec le lapin que le serpent frappe. Et donc à la fin, il conclut, il dit que finalement, le serpent, il attendait non pas parce qu'il avait peur de l'homme, mais parce qu'en fait, il savait que s'il était suffisamment patient, il pourrait avoir l'homme et le lapin. Il pourrait avoir les deux. Et en fait, je trouve que c'est assez drôle parce qu'à l'époque, ils étaient en rivalité que tous les deux, finalement, le serpent contre l'homme. Et en fait, on arrive à une situation aujourd'hui où peut-être que Randy Orton s'est rendu compte que s'il était suffisamment patient, il pourrait peut-être avoir non seulement le scalp de Bray Wyatt, mais la ceinture. Et je trouve que c'est le genre de clin d'œil où je me dis, bon, est-ce qu'ils y ont pensé depuis 6 mois à cette histoire? Je sais pas. Mais je trouve que c'est vraiment... C'est troublant en tout cas. Il y a une sorte de cohérence depuis le début de cette rivalité où on n'arrête pas de dire, de toute façon, depuis cette histoire, depuis le turn un peu de Randy Orton, que c'est très intéressant, qu'on est un peu captivé par cette histoire, on ne sait pas où on va. Mais en fait, je me demande si justement, depuis le début, on ne va pas vers ça, quoi, vers Randy Orton qui est d'un machiavélisme absolument total et qui a finalement a pris son mal en patience, tel le plus grand, serial, enfin le psychopathe qu'il est, il a attendu de pouvoir avoir tout d'un coup. Et ça va peut-être se passer à WrestleMania. Donc, écoute, voilà, c'est troublant. C'est vraiment super que tu te sois souvenu de ça parce que là, quand tu le revois aujourd'hui, tu réécoutes ça, ça fait carrément sens. Et c'est vraiment. Alors, de toute façon, dans les deux cas, qu'à l'époque, ils savaient déjà que c'était prévu ou à l'inverse que c'était pas le cas, c'est magique, quoi. Le petit bémol, je trouve, c'est que c'était un peu too much ce côté esclave-maître, parce que la relation entre les deux était plutôt passée à une relation de frères. Ça avait d'ailleurs été dit par Bray Wyatt, qu'ils étaient un peu d'égal à égal, même si c'est lui le leader spirituel. Mais voilà, ils étaient une famille, c'était plus forcément un patriarche, c'était plus un grand frère, on va dire. Ouais, c'est vrai. Et là, avec le fait que Randy s'agenouille, qui dit je suis ton esclave, tu es mon maître dans le texte, enfin en subtexte, quoi. Complètement. Ouais, c'était un complètement, peu too much et je me suis dit, je me suis dit, j'ai trouvé que c'était trop, quoi. C'était trop. Soit la stratégie de Randy Orton est grossière et Bray Wyatt soit il tombe dans le panneau ou alors il sort ou alors à l'inverse. C'est une manière pour nous de se dire oh là, il va bien se rendre compte quand même Bray Wyatt que là c'est too much. Soit c'était juste pas forcément très bien écrit, j'aurais préféré ça aurait été plus subtil. Un truc un peu plus subtil peut-être. Que limite Randy Orton toi s'apprête à le faire mais que Bray Wyatt tu dis non attends, attends. On est frères, OK, enfin il accepte, il comprend, il s'attend même à ce que ça se passe comme ça. Toi je pense que Bray Wyatt pour lui c'est ce que doit faire Randy, quoi. Effectivement dans la famille on est soudés, on va pas se chercher des noises les uns les autres. C'est vrai, ouais. Mais après, c'est vrai que ça va aussi avec la promo de début de SmackDown qui pour le coup, il a complètement repris son chapeau de leader de secte, enfin de gourou, tu vois. Donc peut-être que il voulait faire aussi écho un petit peu à ça, de se dire, il a joué son jeu. C'est vrai que Randy Orton, alors dans ce cas-là, il est vraiment très malin. C'est peut-être le mec le plus intelligent du roster. Il faut croire. Effectivement, peut-être qu'il s'est dit avec le titre Bray Wyatt, il va reviser grand et peut-être que j'ai intérêt à me remettre à ce niveau-là peut-être de soumis, quoi. C'est ça, pour être complètement on va dire insoupçonnable. Ouais. C'était un peu gros, mais peut-être un peu gros. Ouais. Mais après là avec ce que tu nous as raconté là, merci Giscal, hein, toujours là voilà, c'est de l'investigation là. Non mais c'est surtout que moi je me dis Maintenant, tu vois, en pensant à des trucs comme ça, je me dis que putain, mais ils vont se régaler pour faire le package vidéo à WrestleMania de cette rivalité, parce que je pense que ça va être incroyable. Je crois qu'ils peuvent en faire un 30 minutes de package vidéo. Ils ont une histoire qui aura commencé début septembre et qui se finira peut-être en avril. Ça te fait 7 mois presque de rivalité. C'est juste incroyable. Là, c'est vraiment la storyline la plus intéressante, ou du moins la mieux écrite. D'autant plus que il y a probablement un payoff pour WrestleMania. Et alors là, enfin, quand on se plaint des fois des roads qui sont mal écrites ou qui sont faits avec des part-timers ou alors qui sont enclenchés seulement 3 ou 4 semaines avant.
là, ça prend ses racines. Il y a du boulot là. Super loin, quoi. Il y a du boulot. Là, on peut que s'incliner, si je puis dire, tel le Randy Orton face aux scénaristes. Ouais. Voilà, faut pas leur dire. Mais... Non, faut pas leur dire, sinon ils vont se détendre et se relâcher. Ouais. Bah écoute, on va passer du coup au mot de la fin. Au mot de la fin classique. Hein. Bon, bah, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Ouais. Eh ben, mon top, c'est assez difficile, mais allez, je vais prendre la promo de Bray Wyatt pour ouvrir le show, que j'ai beaucoup aimé, qui a permis de bien positionner le personnage dans un registre qui lui est très propre, et donc voilà, j'en ai parlé, et ça, pour moi, c'est mon top. Mon flop, à début j'avais mis la séquence finale justement avec Orton qui s'agenouille, mais c'est presque pas grave. Je vais mettre... C'est dur. Ouais, c'est peut-être un peu dur. Je vais mettre les American Alpha, voilà, leurs prestations qui sont classiques, ultra classiques. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est un flop, pas d'encouragement, mais qui me dit il va y avoir que du mieux maintenant qu'il y a les Usos. Voilà. Ouais. Et ma note, 3,75 sur 5. C'est vraiment un super SmackDown, quoi, qui ouvre là vraiment la road. Quasiment de la meilleure des manières, avec voilà, un super main event. Donc je me suis régalé. Eh ben écoute, j'ai la même note que toi. Une fois n'est pas coutume, mais je vais mettre 3,75 aussi. 3,75. Je vais pas aller jusqu'à mon 4 habituel parce que j'ai trouvé que il y avait quand même pas mal de choses un peu moyennes. Hein, Nikki Natalia, les Ziggler, les équipes, James Ellsworth, c'est tout. Par contre, on est quand même sur un super SmackDown parce que j'ai été bluffé cette semaine, mais à part, quand même une absence de marque, mais à part le Miz, qui n'était pas là cette semaine, il faut quand même le souligner, à part le Miz, il y a eu un énorme boulot quand même des bookers pour lancer vraiment cette dernière ligne droite, puisque tout le monde, toutes les rivalités ont eu du temps d'antenne, que ce soit par une petite vignette ou par une interview backstage, ils ont réussi à caser tout le monde. Ce qui au final peut-être justifie l'absence du Miz, qui est finalement peut-être la seule personne sans rivalité actuellement. Donc du coup c'est du gros boulot, je trouve, d'écriture, d'arriver à mettre autant de développement en 2 heures d'émission. Donc voilà, 3,75 quand même. Après voilà, il faut adhérer à toutes les rivalités du moment et ça reste un peu inégal quand même. Ouais. Et mon top, je vais le donner à Alexa Bliss pour sa promo. Elle le mérite cette semaine. Malgré sa perte de titre, elle se laisse pas démonter et elle a encore été détestable comme elle sait faire. Donc hâte de voir son match de la semaine prochaine. D'ailleurs, le SmackDown de la semaine prochaine s'annonce absolument énorme. Et mon flop, j'en avais pas noté. C'est pas évident à part tirer sur des ambulances, quoi. Ouais, j'en avais pas noté parce qu'au final, finalement, les seuls trucs que j'ai trouvé un peu moyens, c'est pas des choses qui sont vraiment moyennes, c'est juste que ça m'intéresse pas. Mais en soi, j'ai rien à reprocher. Si ce n'est peut-être que qu'est-ce que je pourrais donner. J'aurais été tenté de le mettre sur les équipes parce que j'ai pas trouvé ça exceptionnel pour un match de 10 minutes quand même, donc je vais peut-être le donner. Tu l'as donné au American Alpha, moi je le donnais à The Ascension parce que je trouve que ça reste finalement décevant toujours. Ce qu'ils arrivent à faire avec le temps qu'on leur donne, c'est jamais vraiment optimal, quoi. Donc je suis pas fan de tout ça. Et je finis juste sur un petit truc que je m'étais noté aussi sur cette émission. Vas-y, mais alors, le moment. j'ai trouvé sur internet. Et alors j'ai réécouté le passage. C'est pas évident, mais je trouvais que c'était assez rigolo de le souligner. Manifestement, il y a des gens qui sur internet qui auraient remarqué que pendant le match et pendant la séquence finale du Triple Threat, en fait, John Cena, au moment où il se prend le Sister Abigail et le tombé de Bray Wyatt, on l'entend dire. Alors, moi, j'ai réécouté le passage avec la phrase en tête. Oui, d'accord, je l'entends, mais c'est pas évident. En fait, il dirait au moment du tombé, You're a proper champion now. Donc, c'est tu es un vrai champion maintenant. Wow. Et j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool si c'était le cas parce que ils ont eu quand même une rivalité qui a pas fait l'unanimité il y a 2 ans. John Cena, voilà. C'était à l'époque où il enchaînait les Rousseff, les Bray Wyatt, et il détruisait tous les super heels. On lui reprochait un peu finalement de laisser que de la destruction un peu derrière lui au niveau des personnages. Et finalement, si c'est avéré, réécouter le passage avec le son à fond, c'est vrai que quand on l'a en tête, c'est possible qu'il ait dit ça. Alors il a dit Paul is dead. Peut-être, ouais. Si vous l'écoutez à l'envers. Ouais.
Mais bon, voilà, en tout cas, si c'était le cas, je trouvais ça sympa et c'est un beau geste de sa part parce que mine de rien, ce qu'il fait avec AJ Styles à SmackDown, ce qu'il fait avec maintenant Bray Wyatt qui quand même l'a couché 2 fois de suite, En pas n'importe 48 heures, comment, hein. 48 heures, c'est quand même très fort. Donc bah voilà, c'était un petit coup de chapeau pour John Cena si c'était le cas. Et puis bah c'est toujours l'occasion de déceler des petites choses dans les émissions. Ouais. Donc voilà. Ça fait plaisir vraiment ce Bray Wyatt là, cette construction, ce personnage. Il a retenu la route et enfin ça paye quoi. C'est super. Et ouais. Bon, bah du coup, on a fini ce SmackDown post-Elimination Chamber. Comme toujours, bah, vous pouvez nous suivre sur PodCloud, sur la chaîne des Cahiers du Catch YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook. Donc c'est Catch Up, c'est ça, hein, la page C'est Catch Facebook. Up CDC et pareil pour Twitter. Catch Up CDC, notre Catch Up Twitter, Catch Up CDC. Vous pouvez nous retrouver sur le forum des Cahiers du Catch. Vous retrouverez également maintenant les analyses sous forme de ce que vous écoutez maintenant, des podcasts sur la page des Cahiers du Catch aussi, lescahiers-du-catch.com. On sera ravis de répondre à vos commentaires. Merci, comme toujours, de nous suivre. Merci à toi, Yerem. Merci Giscal, un vrai pro, hein. Comme d'hab. Comme à chaque fois que tu prends le micro et que tu leads, c'est super. Il Du faut, bon boulot. il faut te soulager. Attention à ce que tu dis. Ah merde, je me suis encore fait piéger. Soulagez-moi. Soulager Yerem de la charge de travail qu'il a bas pour les Cahiers du Catch. Et puis écoutez, je vous souhaite tous une bonne fin de semaine, un bon week-end de catch et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao tout le monde. Salut. Aux Champs-Élysées, il y a un Five Guys